à savoir 13 suffrages se sont portés sur Johan Brizard, 13 autres votes pour Anne-Marie de Rade, pour Gabriel Amara et Véronique Marron. Alors, nous avons été, avec le secrétaire communal, vérifier dans la loi, évidemment, ce qu'il en est pour ne pas commettre d'impair, comme je l'ai indiqué. Alors, il faut aller à l'article 15 de la loi organique sur le CPS qui rappelle sont élus en tant que membres effectifs les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. C'est simple. En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre ci-après. Au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un centre public d'action sociale, si 2 ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat le temps le plus long. Deuxième alinéa, au candidat qui antérieurement a exercé un mandat dans un centre public d'action sociale. Si 2 ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée. Le deuxième, si le candidat antérieurement avait exercé une fonction. Et le troisième alinéa, au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de 60 ans, est le plus âgé. Alors ici, nous nous retrouvons dans le premier alinéa, puisque nous devons ici préciser que Johan Brizard, Anne-Marie de Rade et Véronique Marron siègent au Conseil de l'aide sociale. Et comme Gabriel Amara ne siège pas au Conseil de l'aide sociale, sont élus candidats effectifs au Centre public d'aide sociale, donc Johan Brizard, Anne-Marie de Rade et Véronique Marron. Je voudrais évidemment les féliciter et leur souhaiter évidemment des travaux fructueux au sein de l'aide sociale pour nos usagers. Voilà, Président, nous avons clôturé l'élection du Centre public d'aide sociale. Merci beaucoup. Je voudrais aussi, pour ma part et au nom des conseillers, les remercier, peut-être rappeler également que, notamment pour les nouveaux conseillers, les prestations de serment se feront sur place, si les souvenirs sont bons, devant le bourgmestre, et que, bien entendu, les membres éliront leur président. C'est ainsi que s'organise l'installation de ce nouveau conseil. Concernant les prochains points à l'ordre du jour, notamment à partir du point 4, 5 et 6, ce sont 3 points qui concernent les outils de travail des membres du collège, c'est bien cela, et en particulier le point 4 qui concerne la transparence des rémunérations et des avantages des mandataires publics bruxellois. Vous avez eu l'occasion de voir dans la note une information qui existait déjà il y a 6 ans, si les souvenirs sont bons, et même 12 ans. Voilà, peut-être un mot d'explication par rapport à cela, si c'est la même chose, si c'est le statu quo, nous avançons là-dessus. Je vous remercie. Oui, oui, monsieur Boucher. Voilà. Non, c'est... en fait, non, c'est pas le statu quo parce que, Monsieur le Président, le monde évolue. Et ce qui était vrai il y a 6 ans, l'est moins aujourd'hui. Et si je prends l'exemple, alors je prends un exemple sur la question de la téléphonie, il y a 6 ans, avoir un abonnement qui reprenait à la fois le data illimité, SMS illimité, appel illimité, effectivement, on était autour de 120, 130, 150 euros. Aujourd'hui, vous avez des abonnements qui sont à 70, 75 euros et qui vous offrent ce service-là. Et donc, je me dis qu'on peut revoir sans doute à la baisse les montants qui sont celui du... Donc, c'est sur l'article 2.c. Donc, concernant le bourgmestre, 200 euros. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on ramène ça à un montant de 120 euros pour le bourgmestre, 100 euros pour les échevins, on se rapproche de la réalité des tarifs actuels. J'ai un abonnement à 27 euros où j'ai quasiment tout illimité aussi et 8 gigas. Je regarde même des films. Donc voilà.
Donc, je me dis qu'on peut envisager en tout cas de réduire ça. Donc, je vais déposer 2 amendements. Je vous les fais passer et puis je demande le vote sur mes amendements. Voilà, son point suivant, si vous Ah, voulez. oui, j'ai juste une question de clarification. Si sur l'article 2, le point F, il est indiqué qu'il y a 2 véhicules qui sont destinés au déplacement professionnel et qui sont partagés avec l'administration centrale. Et est-ce qu'il serait possible de donner plus de détails là-dessus en donnant la proportion d'utilisation entre le cabinet de monsieur le bourgmestre et l'administration centrale, pour qu'on puisse avoir une idée globale de l'utilisation, de savoir si il serait peut-être pertinent d'utiliser des véhicules partagés, des services tels que Cambio ou autres. Moussé. Et alors, toujours pour compléter la question de la téléphonie, il est marqué une tablette avec abonnement data. Je suis assez surpris parce qu'aujourd'hui, la plupart des tablettes dont on dispose, on peut les connecter directement sur le point Wi-Fi de son GSM sans avoir de data. Donc, est-ce que ce n'est pas une dépense inutile? Donc, je voudrais avoir une clarification. Et pour compléter ce qu'a dit mon collègue, effectivement, la raison pour laquelle on souhaiterait avoir une estimation sur l'utilisation des voitures par les échevins, c'est que 2 choses. D'abord, notre commune fait 1 km², et donc se déplacer sur le territoire de la commune, je pense qu'on peut le faire à pied, à vélo ou en overboard, et que c'est très pratique. Et 2, si c'est d'autres déplacements, je pense qu'on pourrait évaluer, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'utiliser des chèques taxi, par exemple, plutôt que d'avoir 2 véhicules et également des chauffeurs qui vont avec, je suppose. Et donc, moi, et le leasing, effectivement. Donc, ce que nous souhaiterions, c'est vraiment avoir des projections sur l'utilisation de ces véhicules. S'ils sont utilisés, par exemple, je prends l'Audi qui est garé ici devant, s'il est utilisé à 80% par l'administration, 10% par les échevins, 10% par le bourgmestre, notre approche par rapport à ce véhicule sera différente. Mais si elle est utilisée 80% par le bourgmestre, 10% par l'administration, voilà, on se dira en quoi faut-il cet Audi. Une réaction du bourgmestre. Voilà, merci, Président. Nous n'avons pas fait de changement dans ce point depuis la dernière législature. Et de mémoire, il me semble que ce sont les mêmes chiffres qui n'ont pas été indexés depuis 2006. Concernant vos questions, je peux comprendre votre point de vue, ce n'est pas le nôtre. La voiture de fonction, la première, c'est la mienne, c'est celle du bourgmestre, c'est quelque chose qui a toujours préexisté. Nous n'avons pas l'intention de changer. La deuxième, elle peut permettre aussi aux membres de collège de pouvoir être conduits et parfois des membres de l'administration. La voiture n'est pas tout le temps utilisée, mais elle est régulièrement utilisée. Voilà les éléments d'information que je pouvais donner, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le bourgmestre. Une seule intervention là-dessus, et puis les amendements, si vous le voulez bien. Oui, tout à fait. Mais alors, c'est que la note, il y a une erreur dans la note. Parce qu'il est marqué 2 véhicules destinés aux déplacements professionnels qui sont également utilisés par le service de l'administration centrale. Aujourd'hui, on découvre qu'un des 2 véhicules, en fait, est le véhicule du bourgmestre. Dès lors, vous comprenez que cette note ne reflète pas la réalité d'utilisation des voitures. Et donc, c'est ça la difficulté. Si la note ne correspond pas à la réalité, c'est difficile de la voter. Mais bon, voilà, on a déposé nos 2 amendements et on demande le vote. Et excusez-moi, je n'ai pas eu de réponse sur la question des datas par rapport aux tablettes. Donc, c'est le point E, une tablette avec abonnement data. J'aurais souhaité savoir quel est le montant de l'abonnement data. Alors, pour le montant de l'abonnement data, je ne l'ai pas ici, mais je vous le communiquerai. Et la question de l'utilité, il arrive que les échevins soient amenés à participer à des réunions en dehors de la commune, dans des endroits où il n'y a pas nécessairement de Wi-Fi et ils doivent pouvoir se connecter, avoir accès à un certain nombre de documents.
Donc, ces tablettes servent justement à ça. Juste une chose, hein, je prends l'exemple. Là, mon ordinateur, je ne suis pas branché sur le Wi-Fi parce que je n'ai pas de connexion, mais je l'ai connecté par Wi-Fi sur mon GSM en faisant de mon GSM un point Wi-Fi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la technologie le permet, mais j'attends d'avoir le montant de la connexion data des tablettes. Ça m'intéresserait. Je vous remercie. Je vous propose, si vous le voulez bien, de passer alors au vote de l'amendement posé par M. Moussine, l'amendement 1. Il s'agit de remplacer 200 € par 125 €. Voilà. Madame, ici, vous voulez bien, Madame Genot. Oui, à l'amendement. Monsieur Boqueté. Non. Madame Namely. Non. Monsieur Jabou. Non. Monsieur Skolakchi. Non. Madame Jabac. Madame Iloupia. Non. Monsieur Abuslo. Monsieur Smaï. Non. Monsieur Bedlin. Non. René Rukens. Monsieur Disly. Monsieur Frémal. Non. Monsieur Moussi. Oui. Monsieur Balza. Oui. Monsieur Mouradian. Non. Monsieur Akiol. Non. Madame Osluka-Bras. Madame Mazibas. Oui. Monsieur Begage. Non. Madame Madi. Oui. Monsieur Louabi. Non. Monsieur Bassambi. Non. Monsieur Lambermont. Oui. Monsieur Heidogan. Oui. Monsieur Mouir. Oui. Non. Voilà. Madame Arnott. Oui. Monsieur le professeur. Non. Voilà, l'amendement est rejeté par 18 non et 10 oui. Nous proposons maintenant au vote l'amendement numéro 2 déposé par M. Moussine. Il s'agit de remplacer les 150 € par 100 €. Madame Genot. Oui, à l'amendement. Oui, même vote. Oui, mais merci de considérer que c'est le même vote. Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'adoption. Nous passons maintenant, si vous voulez bien, alors, au vote du règlement. Madame Genot. Monsieur Boqueté. Oui. Madame Namely. Monsieur Jabou. Oui. Madame Skolakchi. Monsieur Skolakchi. Oui. Madame Sabac. Madame Iloupia. C'est au courant. Madame Iloupia. Encore une opportunité de communiquer. Madame Iloupia. Monsieur Abuslo. Monsieur Smaï. Monsieur Bédoun. Oui. René Rukens. Oui. Monsieur Disney. Oui. Monsieur Frémal. Oui. Monsieur Moussi. Non. Monsieur Balza. Non. Monsieur Mouradian. Monsieur Akiol. Oui. Madame Osluka-Bras. Madame Mazibas. Monsieur Bédéage. Oui. Madame Madi. Non. Monsieur Louabi. Oui.
Sébastien Brie. Oui. Monsieur Lampermont. Non. Monsieur Heidegan. Non. Monsieur Mourir. Non. Madame Wagner. Non. Monsieur Bourmestre. Oui. Pour l'adoption par 18-8 contre 10 non, nous passons au point 5, si vous le voulez bien, la délégation du pouvoir au collège pour les nominations à l'essai du personnel communal non enseignant. Un classique aussi en début de législature. C'est évidemment, vous connaissez les motivations de cette disposition. Selon point 5. Allez-y, monsieur. Durant la législature précédente, parce qu'il faut comprendre que ce point concerne donc la désignation de tous les contractuels. On a pu constater lors de la législature précédente que la transparence n'était pas à l'ordre du jour. On comprend qu'il faut trouver un équilibre entre des conseils communaux qui ne soient pas trop chargés, donc il faut déléguer. Pour essayer d'améliorer les choses et d'améliorer la confiance, ce que proposerait le groupe écolo, c'est qu'il y ait au moins une information qui soit faite lors des conseils communaux des engagements qui ont été faits. Voilà. Donc, on fait une délégation, OK, et en retour, ce qu'on attend, c'est de la transparence par une information de tous les engagements qui ont été faits durant le mois qui a précédé. Et donc, je dépose un amendement sur le sujet. Voilà. Et donc, hop. Je vous le donne. Bon, écoutez, la transparence. Voilà. Excusez-moi, Monsieur le Président. Voilà, nous mettons au vote la formule mathématique de M. Boussi. Je peux la lire si vous le souhaitez. Le Conseil communal est informé de la décision du collège de bourgmestre et Échevin lors de sa prochaine séance. Donc ça, c'est à la fin de la décision. Et donc, c'est une information de la décision du collège, des décisions d'engagement, et c'est fait lors de la séance qui suit. Voilà, merci pour ces explications. Nous les mettons au vote. Madame Jodou. Merci. Mais donc, on le sait, donc, il y a eu par rapport aux engagements, il y avait vraiment un gros manque de transparence. Nous avons constaté que pour la première fois, il y a plusieurs offres d'emploi qui figurent sur le site Internet. Donc ça, c'est déjà un net progrès. On peut dire que les élections auront servi à quelque chose. Et nous avons constaté aussi qu'il allait y avoir un examen organisé. Donc ça, c'est aussi une excellente nouvelle. Ça n'avait plus lieu depuis de très nombreuses années. Donc clairement, les débats électoraux ont porté. Je voudrais vous partager une bonne pratique qui existe dans la commune de Saint-Gilles, où des observateurs de l'opposition peuvent assister au comité de sélection, bien sûr sans prendre la parole. Et donc, j'espère qu'on pourra s'inspirer de cette bonne pratique saint-gilloise. Merci, M. Hawkins. Et je peux vous rappeler que la nouvelle loi communale impose au collège d'informer annuellement ce conseil communal de la politique de ressources humaines. Donc, il faut présenter annuellement un rapport ressources humaines avec les engagements, les examens, les promotions. Et ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Si on pouvait au moins annuellement présenter une politique en matière de ressources humaines au conseil, ce serait une bonne chose. Je vous remercie. Merci, monsieur Hawkins. Nous passons au vote, si vous le voulez bien. Madame Gelot. Sur l'amendement, oui. Non. Oui.
Monsieur Bogueté? Non. Madame Namli? Non. Monsieur Jabou? Non. Monsieur Skonakchi? Non. Madame Zabak? Madame Ilunga? Docteur Duskov? Monsieur Smay? Non. Monsieur Bedoun? Madame Rukons? Monsieur Dispi? Non. Monsieur Frémal? Non. Monsieur Moussine? Oui. Monsieur Balza? Oui. Monsieur Mouradian? Non. Monsieur Laquiol? Non. Madame Postoukandas? Madame Mazibas? Oui. Monsieur Dégage? Non. Madame Madi? Oui. Monsieur Louabi? Non. Monsieur Bassambi? Non. Monsieur Lambermont? Oui. Monsieur Erdogan? Oui. Monsieur Mouillir? Oui. Madame Magnotte? Oui. Monsieur le bourgmestre? Non. L'amendement est rejeté par 18 voix 8 contre 10. Non, je vous remercie. Nous passons maintenant, si vous le voulez bien, à la votation pour la délégation de pouvoir. Madame Gelot. C'est l'ensemble. Ils sont toujours sur le point 5. Hein. C'est ça. Oui, Madame Gelot, sur l'ensemble. C'est oui ou non? Non. Monsieur Boqueté? Oui. Madame Namli? Oui. Monsieur Jabou? Monsieur Skonakchi? Oui. Madame Jabak? Oui. Madame Ilunga? Docteur Duskov? Monsieur Smay? Oui. Monsieur Bedoun? Oui. Monsieur Rukons? Monsieur Disney? Oui. Monsieur Frémal? Oui. Monsieur Moussine? Oui. Non. Monsieur Banza? Non. Monsieur Mouradian? Monsieur Akiol? Oui. Madame Ostoukandas? Oui. Madame Mazibas? Non. Monsieur Dégage? Madame Madi? Non. Monsieur Louabi? Oui. Monsieur Bassambi? Oui. Monsieur Lambermont? Non. Monsieur Erdogan? Non. Monsieur Mouillir? Non. Madame Magnotte? Non. Monsieur le bourgmestre? Oui. Merci, la délégation de pouvoir est approuvée par 18 pour, contre 10 non. Le point 6, avec la même logique de délégation de pouvoir pour les marchés publics, de travaux de fourniture et de services, les dispositions légales. Même vote pour nous. Même vote, je vous remercie. Nous passons au point 7, à la subvention spéciale de la région en faveur des communes en application de l'ordonnance du 13 février 2003. Il s'agit de l'approbation de la convention 2018, puisque, comme vous le savez, comme d'autres communes, nous bénéficions de ces subventions au bénéfice de bénéficiaires du CPAS. Des interventions là-dessus, des questions? Monsieur Muller. Une question de clarification. Est-ce qu'on pourrait avoir un rapport de l'utilisation de ces subsides? Je trouve que c'est une très bonne initiative de pouvoir recevoir ces subsides aussi pour les sans-abri. Et du coup, un rapport détaillé sur l'utilisation des subsides. Je suis le président du CPAS étant présent, je ne vois pas du tout ce qui est prévu en la matière, mais si vous souhaitez en tout cas donner une information générique.
Merci. Je réponds en tant que chef de groupe et non pas en tant que président du CPS, puisque je ne suis pas là, en fait. Désolé. Hein. Alors, donc, pour ce qui concerne l'utilisation du subside, nous avons un conseil de l'action sociale qui jugera effectivement opportun d'analyser les résultats qui lui seront proposés. Ça, c'est ma réponse. 2. Pour ce qui concerne le subside, il nous est effectivement octroyé pour mener des politiques spécifiques en matière d'accompagnement de la population drop. Et donc, une personne a été effectivement engagée pour ce type d'encadrement. Et pour le solde, donc, en fait, ce qui se produit, c'est que des personnes sont engagées dans le cadre de formations. Donc, ce sont des formations pour un grand nombre à langue française. Néerlandaise, évidemment, pour les personnes qui le souhaitent, mais la plupart des demandes, c'est bien, donc des demandes de formation en langue française, des formations de type qualifiant pour les personnes qui évoluent effectivement dans le processus de formation, des recherches actives d'emploi et ainsi que dans ce cadre-là, la mise à l'emploi dans le cadre de l'article 60. Voici ce que je peux vous dire. Merci, M. Frémal, d'avoir répondu à froid. Je vous ai... Oui, merci, M. Frémal. C'est vrai qu'effectivement, vous intervenez ici au titre de conseiller. M. Moussinalisi. Oui, c'est une demande qu'on formule souvent. Lorsque nous votons ce genre de points, nous souhaitons avoir les rapports d'évaluation des années précédentes. Je vérifie, je ne le trouve pas. Vous serait-il possible de nous les communiquer, je dirais, pour les 3 dernières années? Ça nous permettra d'avoir une idée sur les futures orientations. Je vous remercie. On pourra les avoir? Je ne sais pas à qui je dois m'adresser. Certainement pas au président du CPS. Je vais poser la question. Madame Warnock, vous souhaitez intervenir sur le même point? Oui, sur le même point. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai vu le courrier qui avait été envoyé par Bruxelles Pouvoir Locaux qui parle d'un subside pour l'année 2018. Est-ce que c'est une erreur ou bien est-ce qu'ils sont en retard? Ils sont pas. Si mes souvenirs sont bons, je pense que nous venons de recevoir, c'est bien cela, nous venons de recevoir la convention, je crois que ça va dater de 3 semaines, quelque chose comme ça. Ça date de septembre 2018. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai vu effectivement un document passer pour une première convention. Quelle est votre demande? Oui, et j'ai vu qu'en réalité, la convention avait déjà été signée par Monsieur le bourgmestre le 21 novembre 2018. Donc, je me demande pourquoi ça n'est pas passé au Conseil à ce moment-là. Il y avait une question de libération des fonds, peut-être. En fait, c'est pour ceux qui ont suivi, il y a eu à un moment donné une grave crise avec les migrants en provenance de ces régions d'Europe centrale, avec les Roms. Un budget a été dégagé par la région pour les communes qui souhaitaient faire de l'accompagnement social. Nous y avons répondu. La commune joue un rôle de boîte aux lettres. C'est le CPS qui a été désigné comme étant, je dirais, l'acteur public qui allait faire l'accompagnement. C'est un projet récurrent, ce n'est pas un projet qui vient de démarrer. Et c'est vrai qu'au niveau de l'administration régionale, il y a un retard dans, je dirais, le travail qui est fait, mais il y a une confiance mutuelle entre la région et la commune et le CPS, puisqu'ils savent pertinemment bien qu'il y a un agent qui fait ce travail au niveau du CPS par rapport à cette population spécifique. Sur la question des rapports, évidemment, nous pourrions évidemment les faire parvenir dès que le CPS le fait parvenir et on devrait l'envoyer, monsieur le secrétaire communal, en copie à tous les conseillers communaux. Oui, mais donc ça ne répond pas à ma question. Ça a déjà été signé et déjà renvoyé à la région. C'est ce que je dis. On travaille dans la confiance. Mais avant que ça passe devant le Conseil. Je dis, nous avons ici la région qui donne de l'argent à la commune et nous, on le rétrocède au CPS pour le paiement d'un salaire. La convention, elle est signée une fois que les courriers officiellement sont échangés, mais je ne vois pas qui va remettre en question ces engagements. C'est pour faire avancer le dossier, probablement que le courrier a été signé. Je sais que je suis d'accord. Ici, il n'y a pas de conflit. Nous sommes avec 2 autorités qui travaillent main dans la main pour relever un problème, un défi qui se pose à nous. Que le courrier ait été signé avant l'approbation par le conseil communal,
Sur la forme, ça peut poser question, mais de la même manière, vous savez que le CPS a engagé des budgets depuis le début de l'année pour payer un salaire. On pourrait dire à la région, mais où êtes-vous? Pourquoi vous avez envoyé le courrier de confirmation du subside qu'au mois de septembre? Je veux dire, il y a du retard dans les administrations. Je pourrais reproduire la même chose avec les recettes qui doivent venir du fédéral. Il y a aussi des retards. Vous ne voyez pas là-bas un problème de principe. On travaille en très bonne intelligence avec la région. Moi, surtout, je remercie la région de dégager des moyens pour la commune de Saint-Josse pour permettre l'accompagnement social. C'est ça qui est le plus important. Merci, monsieur le bourgmestre. Donc, en réalité, j'avais deux questions. La première, c'était est-ce que ça vaut bien pour l'année 2018? Vous venez d'y répondre et il ne sert à rien de s'énerver pour ça. Donc, oui, ça vaut bien pour l'année 2018. Et la deuxième question, c'était ça avait déjà été signé le 21 novembre. Et donc, en réalité, c'est une ratification par le Conseil et pas une approbation. Et donc, j'ai eu ma réponse. Il ne sert à rien de s'énerver. Et nous sommes évidemment tout à fait favorables à ce que la commune postule pour ce genre de subside. Donc, ce n'est absolument pas une remise en cause de ce travail. Merci pour vos réponses. Merci, Madame Warner. Nous passons au point 8, le budget communal. Vous savez, pour des raisons de continuité de service, lorsque le budget n'est pas bouclé dans un certain échéancier, nous avons une route de secours qui s'appelle le budget provisoire. Ici, les budgets provisoires proposés pour une période de 3 mois, 3/12e. Donc, Monsieur Moussine. Monsieur le bourgmestre, Monsieur le Président, je pensais moi que le budget était voté en octobre ou en novembre et que aujourd'hui la commune avait mis en place vraiment un système. Et d'ailleurs souvent le bourgmestre s'en vantait. Donc lorsqu'on a du retard, la moindre des choses, c'est peut-être d'expliquer pourquoi on a du retard. C'est pas quelque chose de normal de ne pas rentrer un budget. Ça handicape l'administration, ça handicape les politiques qu'on veut mettre en œuvre. Donc, une petite explication sur les raisons du retard. Merci, Monsieur Moussine. Monsieur Beauvais. En fait, nous avions pris l'engagement pour les budgets de le déposer le plus vite possible. Mais comme on est entre, je dirais, une équipe et une nouvelle équipe qui s'installe, nous avons préféré travailler par séquence. D'abord, en 12e provisoire, pour permettre le fonctionnement ordinaire des services. Ensuite, la déclaration politique générale. L'adoption d'un budget 2019 et d'un triennat, puisque la région demande au même moment d'adopter un budget sur plusieurs années. Donc, nous avons préféré l'installation des nouveaux conseillers communaux, que le choix pour les 6 prochaines années au niveau de l'orientation politique de la commune se fasse avec la nouvelle équipe et les choix budgétaires aussi. Donc, c'était un choix qui a été fait au niveau de la majorité. Certes, dans d'autres communes, certains préfèrent faire des budgets conservatoires dans un premier temps. Nous avons préféré la désignation des nouveaux responsables et de travailler avec eux sur la confection du budget et sur la déclaration de politique générale. Voilà les éléments de réponse que j'avais à vous donner. Je vous remercie de votre réponse et elle nous satisfait. Merci, Monsieur Moussine. Nous abordons à présent 23 points qui vont concerner la succession des règlements en matière de taxes communales. Et nous commençons au point 9 par la taxe communale additionnelle à l'IPP pour 2019. La parole est au bourgmestre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les conseillers, ici, les 2 premiers points concernent, je dirais, 2 taxes extrêmement importantes pour nos habitants. Vous l'avez compris, pas de pression fiscale sur les habitants de la commune. Il n'y a pas de changement au niveau du taux de la partie calculée concernant l'impôt des personnes physiques. Nous restons au même pourcentage de 6,5. Concernant le précompte immobilier, là aussi, il n'y aura pas de changement. Nous restons avec les centimes additionnels communaux au précompte immobilier à 2 980 €. C'est une volonté aujourd'hui qui est traduite dans ce règlement taxe que vous retrouverez demain dans la déclaration de politique générale. Le collège et la majorité ne souhaitent pas mettre une pression fiscale sur les habitants. Voilà pour les 2 premières taxes. Est-ce que je peux faire les commentaires pour les autres? Vous voulez qu'on travaille, c'est comme vous le souhaitez, Monsieur le Président? Est-ce que je peux continuer à faire des commentaires sur l'ensemble des taxes ou vous préférez On a une préférence du travail des taxes. Parfait. Voilà les éléments que j'avais à donner à ce stade. Je vous remercie. Des questions sur cette première taxe? Je vous remercie. Monsieur le bourgmestre, à vous la parole pour les centimes additionnels au précompte immobilier.
je viens de le faire les deux, Monsieur le Président. Nous en sommes, pas de souci. Nous en sommes au centime additionnel à la taxe sur l'établissement d'hébergement touristique. Vous savez qu'il y a une ordonnance qui a été votée et l'ordonnance concerne la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique. Ici, il n'y a pas de changement. Ce travail se fait évidemment en bonne intelligence avec la région. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce stade ici. Oui. J'ai vu dans le dossier, mais que je ne retrouve pas dans le back-office secrétariat, un courrier de la région qui date du 2 juin, qui disait qu'on devait introduire la demande avant le 28 mai. Et alors, ce qu'il y a également, c'est que je vois qu'il y a une décision du Conseil du 28 mai qui porte sur le même sujet. Et donc, j'aurais voulu avoir des clarifications parce que est-ce qu'on a voté le 28 mai quelque chose qui n'est plus d'actualité? Je ne saisis pas. Le 28 mai, c'est évidemment par rapport à l'exercice d'imposition 2019 pour l'année 2018. Le règlement taxe que nous adoptons aujourd'hui, c'est pour l'avenir. C'est pas pour le passé. Le document que vous venez de faire référence concerne l'exercice d'imposition 2019. C'est pour, évidemment, les recettes 2018. Donc, c'est décidé pour souscrire avec le titre, c'est bien 2019. Donc, c'est l'exercice d'imposition 2019. Donc, je relis la décision qui a été prise au Conseil, au Collège. Vu l'arrêté du gouvernement qui établit les modalités de certains actes prévus relatifs à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique, considérant que l'administration fiscale régionale assurera l'établissement, l'enrôlement, la perception, le recouvrement des centimes additionnels à la taxe, sur proposition du Collège de charger l'administration fiscale de la région de l'enrôlement, de la perception, le recouvrement des centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements touristiques pour l'exercice d'imposition 2019. C'est pour 2019. De charger le Collège des bourgmestres et échevins de la notification de décision. On va demander à notre technicienne si elle peut venir sur le côté. Oui. Monsieur Moussine a raison. Je sais. Donc, en fait, la région nous demande de leur donner la compétence alors que le règlement taxe n'est pas voté. Madame Warnock, intéressant. Hein. Donc, la région nous demande en milieu d'année de donner la compétence de faire l'enrôlement, la perception d'une taxe pour laquelle le règlement taxe n'a pas été voté par la commune. C'est une demande? Non. C'est par rapport au règlement taxe. C'est pour ça que je pensais qu'en parlant d'imposition 2019, il parlait de la perception 2018, pas du tout. Donc, il nous demande à l'avance de leur donner des compétences. En termes de bizarrerie juridique, ça doit être quelque chose, puisque sans règlement taxe, donner une compétence à la région pour faire de l'enrôlement, de la perception. Donc aujourd'hui, avec le vote sur le règlement taxe, tout cela est en conformité. Le prochain point concerne la taxe sur les surfaces de bureaux. Vous avez certainement pu découvrir ce dossier. Ici, il s'agit d'abord de faire en sorte qu'il y ait chaque année, je dirais, une forme d'indexation de 2,5% comme le font dans d'autres communes. Il y a une augmentation au niveau des mètres carrés des bureaux pour les moins de 250 mètres carrés, pour les plus de 250 mètres carrés. On arrive à 12,5 € pour les petites surfaces en dessous de 250 mètres carrés et à 19 € pour les surfaces qui sont au-dessus de 250 mètres carrés. Quand vous faites le benchmark, vous verrez qu'au niveau des grandes surfaces, nous restons dans la petite moyenne puisque la commune d'Etterbeek est à 19,5 et Vert est encore plus haut. Et alors, ce que nous avons aussi décidé,
c'est pour soutenir, je dirais, le secteur des PME, les comptables, les assureurs, les architectes, c'est de faire un abattement fiscal pour les 40 premiers mètres carrés. Pour les 40 premiers mètres carrés, on ne paye rien. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a par exemple 50 mètres carrés, ce qui arrive très souvent sur le territoire de la commune, là où on payait avant, vous faites le compte, 9 fois 50 mètres carrés, c'était 450 €. Ben, dorénavant, vous allez payer 10 fois 12,5 €, à savoir 125 €. Donc, ça veut dire que cet abattement fiscal est un abattement pour toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes, mais elle va quand même donner, je dirais, un soutien fort aux petites et moyennes entreprises. Je pense notamment aux indépendants, à tous ceux qui travaillent parfois chez eux avec un bureau, et ça va leur permettre de ne pas devoir trop payer. Taxe sur les surfaces de bureau, donc c'est une taxe que nous avons aussi souhaité indexer d'ores et déjà pour les années à venir. On s'est calqué un peu de bons règlements qui se font dans les autres communes. Monsieur le Président, est-ce que quelqu'un a des questions? Madame Genot, allez-y. Le micro pour Madame Genot, il est là? Oui, merci. Merci. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler notre demande de quand on modifie un texte, qu'on puisse souligner ce qui est modifié, parce que ici, vous voyez, c'est plusieurs pages de texte, et donc c'est assez compliqué de prendre les deux. Ça nécessite plus de recherche, puisqu'on ne savait pas exactement ce qui était modifié. Et donc, j'aurais bien voulu revoir avec vous qu'est-ce qui a été modifié. Donc pour les surfaces inférieures à 250 mètres carrés, maintenant c'est 12,50 €. Avant, c'était combien? Donc on passe de 9 à 12,50 €. Et pour les surfaces de plus de 250 mètres carrés, avant, c'était combien? 14,5 €. On passe de 14,5 à 19. Et donc, mais par contre, apparaît l'exonération pour les 40 premiers mètres. Et donc, quand vous faites je dirais le total budgétaire, est-ce que ça veut dire qu'on a une plus grande recette, ou quelles sont vos simulations? Monsieur le Président. Mais tout va dépendre évidemment de l'enrôlement qui sera fait en cours d'année. Ce sera une des questions que l'on traitera probablement ce soir. Normalement, il devrait y avoir une amélioration des recettes au niveau des grandes surfaces, mais pas forcément au niveau des petites surfaces, puisque une première projection montre que les recettes qui devraient arriver des petites PME, des indépendants, devraient être un peu moindres. Donc ici, nous arrivons au niveau de la taxation sur les bureaux. Je dirais, dans la petite moyenne bruxelloise, si vous prenez en référence la commune d'Etterbeek, vous prenez Hébert et autres, ils sont à 19,5, d'autres sont à plus de 20. Et donc, on est là, au niveau même des grandes surfaces, quand on compare avec des communes qui sont comparables à quelque chose de tout à fait raisonnable. Mais c'est vrai qu'il y a un geste fort qui est posé par la majorité, par le collège, c'est de dire, voilà, il faut aussi que par rapport à ceux qui, parfois, rencontrent des difficultés, je pense notamment en PME, qu'on puisse faire un geste. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci. Et par rapport, je sais que la région avait demandé, en l'échange du soutien aux communes dans une série de domaines, qu'on n'augmente pas la pression fiscale. Est-ce que ce texte rentre, et donc qu'il y ait un statu quo pour toute une série de textes, est-ce que ce texte-ci est bien exempté de statu quo par rapport à la région? Mais en fait, la région demande qu'il n'y ait pas des charges supplémentaires en général sur les acteurs économiques. Mais là, je dirais une réflexion qui est menée à l'échelle de la région. Nous ne sommes pas la commune qui taxons le plus. Quand vous faites le benchmark au niveau de toutes les taxes communales qui sont aujourd'hui présentées, je défie ici tout le monde. Vous verrez qu'on n'est jamais dans la moyenne supérieure au niveau de la taxation. On n'est pas comme d'autres communes. Et donc, nous restons dans une épure qui est tout à fait présentable. Et nous allons évidemment défendre tous nos dossiers, puisque aujourd'hui, il y a des règlements de taxes qui sont proposés, mais il y a aussi des règlements de taxes qui sont supprimés, et pour lesquels il n'y aura pas de débat ce soir au Conseil communal, puisqu'ils sont supprimés. Et donc, la région a donné son accord pour passer de 14,5 par mètre carré à 19. La région a donné son accord. Mais j'avoue que je suis un peu étonné. Vous êtes à la fois la région ici et la commune. Oui, c'est justement, à la région, ils n'arrêtent pas de dire qu'on n'augmente plus la Madame pression. Genot, nous sommes une entité autonome. Nous ne sommes pas vassal de la région, de quiconque. Nous sommes une entité autonome. La taxe est communale. Je ne parle pas ici d'une taxe régionale. Nous sommes sur notre droit le plus grand. Et je vous explique que quand vous faites l'analyse de la tarification des taxes à Saint-Josse, restons dans la moyenne la plus faible. Nous ne sommes pas la commune qui avons utilisé cette arme pour aller chercher de l'argent systématiquement. Et donc, je pense que notre dossier est un bon dossier que nous défendrons avec énormément de conviction et de détermination.
est-ce qu'on a vérifié, donc, parce que normalement, je sais qu'il y a une série d'aides nouvelles de la région qu'on n'avait pas par le passé, mais que ces dotations ont été conditionnées au fait qu'on n'augmente pas la pression. Et donc, je voulais juste savoir s'il y avait eu donc, il n'y a pas eu de contact avec la région pour savoir, parce que ce que nous raconte toujours le ministre Van Engel, c'est voilà, on a débloqué telle et telle dotation pour aider les communes. En échange, les communes n'augmentent pas leurs taxes. Et ici, je vois qu'on augmente les taxes. Donc, je me demandais si on était bien dans les coûts de la région. On n'augmente pas toutes les taxes. On augmente certaines taxes en motivant, je dirais, vous l'avez entendu, nous faisons un abattement pour les 40 premiers mètres carrés des surfaces brutes de bureaux. Ce n'est pas une augmentation, c'est aussi quand même un geste fort qui est posé par la commune. Et il y a des taxes que nous supprimons. Donc, au même moment, aujourd'hui, nous allons peut-être pas en débattre, puisqu'il n'y a pas de point concernant ces règlements qui ont été supprimés, mais la taxe sur les terrasses pour les restaurants, les tavernes, les cafés, au-dessus de 20 mètres carrés, supprimée. La taxe sur les étals de marchandises des magasins de fruits et légumes, supprimée. Et ce soir, nous avons une autre taxe dont nous parlons tout à l'heure, c'est la taxe sur les enseignes lumineuses. Nous considérons que tout qui est indépendant, commerçant, qui fait la publicité de son activité commerciale, ne doit pas payer de taxes. Par contre, s'il fait une enseigne lumineuse pour faire la publicité d'un tiers, il doit payer une taxe. Parce que là, c'est l'utilisation de l'espace public en vue de faire la publicité d'un tiers. Mais quand c'est pour promouvoir son activité, là, vous voyez que, je dirais, en liant les deux, c'est un fort soutien que nous apportons finalement aux artisans, aux indépendants, aux commerçants, aux PME. Je crois que c'est la volonté de l'ensemble des membres de ce conseil. Merci pour ces éclaircissements. Je vous propose de poursuivre. Nous arrivons ainsi à la taxe sur les secondes résidences. Monsieur le bourgmestre. Ici, Monsieur le Président, nous avons souhaité rester dans quelque chose qui est assez modéré, avec une indexation chaque année et une légère augmentation, mais qui reste tout à fait raisonnable en regard de ce qui est pratiqué ailleurs. Et nous menons aussi une réflexion pour voir si nous ne pourrions pas exempter, et ça arrivera au premier semestre 2019, la majorité déposera un texte, si nous ne pourrions pas exempter les étudiants qui relèvent de l'aide sociale. Ça va arriver au premier semestre 2019, on travaille évidemment sur tous les textes en même temps. Ici, ce qui est proposé, c'est une légère augmentation, mais qui reste en deçà de ce qui est fait dans les autres communes. Si vous faites le benchmark avec les autres communes, vous verrez que nous arrivons aujourd'hui à 561 €. Dans les communes voisines, on est à 1250 €, on est à 1200 €, à 1000 €, à 725 €, à 1200 €. Donc, nous, on est encore très bas au niveau de, je dirais, de ces taxes. Mais nous allons porter une attention particulière pour les étudiants qui relèvent de l'aide sociale. Nous viendrons avec une modification au cours du premier semestre 2019. Nous nous y engageons. Monsieur Muller, allez-y. J'ai une question de clarification là-dessus. Est-ce qu'on pourrait avoir aussi la proportion d'étudiants qu'il y a à Saint-Josse, afin de savoir si les revenus qui pourraient être engendrés via cette taxe pourraient être intéressants pour la commune, et aussi, à titre d'exemple, des communes comme à Scarbeck, comme à Forêt, ont exonéré les étudiants de cette taxe. Et je voulais savoir pourquoi cette initiative ne serait pas suivie ici aussi. Pour tous les étudiants. Nous voulons l'exonération pour les étudiants qui relèvent de l'aide sociale. Pas une exonération totale pour les étudiants, mais si vous comparez un peu avec les autres communes, nous sommes à 60% ou 50%, voire parfois 40% de ce qu'ils réclament pour la taxe principale. Nous préférons garder une taxe encore raisonnable. Pour les étudiants, nous nous engageons à venir avec un texte modifié au premier semestre 2019 qui sera déposé dans le but d'exonérer les étudiants qui relèvent de l'aide sociale. Juste savoir qu'avec les modifications en cours du gouvernement Michel, certains étudiants au-dessus d'un certain âge sont exclus du RIS. Et donc, c'est aussi des situations précaires qui ne sont pas considérées dans les revenus sociaux d'intégration. Donc, est-ce que ces étudiants-là pourront aussi bénéficier de cette réduction? Je crois que le bourgmestre vous a répondu. Je pense en tout cas qu'il y a à coup sûr une sensibilité sur ce public
en particulier. C'est vrai que vous avez raison, la précarisation des étudiants est croissante. Les chiffres des CPS sont très clairs de ce point de vue-là à Bruxelles et en Wallonie. Et effectivement, la première étape qui est d'avoir un montant étudiant dans le règlement, c'est un premier temps. Certaines communes sont passées à l'exonération totale pour les étudiants connus des services sociaux, des universités ou d'écoles ou des CPS. Donc il y a des pratiques différentes. Le bourgmestre vous a proposé de revenir avec une note en la matière. Je vous propose de ne pas aller plus loin dans le débat à ce stade-ci, si vous le voulez bien. Je peux, Président, préciser, donc, par rapport à M. Moiré, la ligne qui a été défendue par l'autorité au niveau de ceux qui sont sanctionnés, c'est de malgré tout apporter une aide au niveau du CPS. Donc, le CPS de Saint-Josse, par exemple, depuis le départ, par rapport à ceux qui ont été sanctionnés au chômage, malgré le fait qu'il n'ait pas introduit de recours ou d'action au tribunal du travail, ils ont pu bénéficier de l'aide sociale. Et donc, par rapport au cas que vous avez, n'hésitez pas à les faire arriver au CPS. Le CPS porte une attention accrue sur les étudiants. Donc, dans la modification qui surviendra au premier semestre 2019, nous voulons évidemment aider les étudiants qui relèvent de l'aide sociale, mais d'autres qui sont en difficulté. Le but n'est pas de... Je veux dire, il y a évidemment l'aide RIS qui existe, mais il peut y avoir d'autres cas qui sont relevés par le CPS, et je sais que le CPS actuellement mène une action spécifique sur les étudiants. Donc on se rejoint, je pense que là il y a une volonté de travailler avec un public étudiant qui ont des difficultés à faire leurs études et qui doivent en plus de ça payer une taxe sur la deuxième résidence. Ceux-là doivent être vraiment notre attention pour le premier semestre 2019. Merci, monsieur le bourgmestre. Madame Gelot. Merci. Mais donc, nous attendons avec intérêt la proposition que vous allez mettre sur la table et la définition élargie que M. Médoune proposait, qui disait aussi tous les étudiants qui sont adressés aux services sociaux dans les écoles et les universités, nous paraît intéressant de nature à élargir encore le public qui pourrait être exempté. Mais j'aurais voulu savoir quel était actuellement l'enrôlement au niveau des résidences secondaires, que ce soit étudiants ou normales. Donc, combien est-ce qu'à l'heure actuelle de maisons sont enrôlées? En fait, tout est dans les rapports qui sont joints dans le dossier. Normalement, peut-être que vous n'avez pas eu encore l'occasion d'y entrer, mais tout se retrouve. Je vais vous donner les chiffres. Les chiffres que nous avons sur les dernières années. Donc, en fait, ce que nous avons budgété tourne autour de 13 à 14 000 euros ces dernières années. Ce que nous avons encaissé tourne autour ça va de près de 11 000 euros à 7 000 euros, ça dépend des années. Ça dépend de la capacité d'aller chercher l'argent et de trouver évidemment les personnes qui doivent payer. À ce sujet, je voudrais savoir comment est-ce que la commune répertorie ces secondes résidences, parce que les montants qui sont inscrits dans le budget et qui sont réellement enrôlés sont assez faibles. Même si on fait abstraction des étudiants, ça reste un montant assez bas. Et donc, je voudrais savoir comment la commune procède pour trouver ces secondes résidences et les taxer. En fait, il y a tout le travail qui est fait par rapport à tout le secteur de l'habitat, avec comme priorité du collège de maintenir l'habitat comme logement et de ne pas céder aux tentations de transformer sans autorisation des habitats en hôtels ou en voilà. Et donc on est particulièrement attentif puisque nous avons des fonctionnaires européens, énormément de diplomates, et il y a des choses qui sont occupées à changer. Le réseau Internet, donc toutes les annonces sont surveillées par l'administration, des visites qui se font dans la rue, et les quartiers sont connus. En fait, les quartiers où tout ça se passe, c'est essentiellement dans les quartiers autour du quartier des Squares. C'est ici que ça se passe. C'est ici, et souvent, quand nos fonctionnaires font des visites, ils se rendent compte qu'il y a un certain nombre de choses. Et à chaque fois, nous voulons évidemment maintenir la fonction d'habitat parce qu'on ne peut pas remplacer l'habitat comme ça, puisqu'on s'est rendu compte que certains préféraient faire de la sous-location sans demander d'autorisation. Ils concurrencent parfois le petit secteur hôtelier, mais aussi sont dans cette taxation qui pourrait nous permettre aussi d'avoir des recettes. Vous recherchez activement, par exemple, des propriétaires qui font du Airbnb, qui
qui ne proposent plus leur logement à un logement durable, mais du tourisme. Exactement. La prochaine taxe, cher Monsieur le Président, si j'ai le micro, je peux continuer ou Juste une petite remarque pour Madame Junot et autant pour moi, je remarque que dans la préparation des dossiers, un gros effort didactique est fait. Je peux vous en faire la démonstration ici. Vous avez effectivement l'ancienne version, la nouvelle version et les commentaires avec le différentiel qui sont soulignés en jaune. Donc, voilà. Les différences sont si accessibles. Voilà, mais donc, important de savoir qu'effectivement, les services ont fait un effort de didactique par rapport à cela. Je crois que c'est important pour que ça puisse vous aider. Ce que je vous propose, peut-être, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, c'est de faire une pause de 10 minutes maintenant. C'est peut-être une petite nouveauté, mais je crois que c'est important. Il est 9h25, on se retrouve à 35. Merci beaucoup.